Bonjour les amis, content de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, je suis allé au parc de Maulévrier, du moins à l'exposition 2013 de bonsaï à Maulévrier, et j'ai filmé la conférence de Patrice Bongrand qui nous présente sa façon de créer des bonsaïs et notamment le thème de sa conférence qui est la voie naturelle. Je vous laisse sans plus tarder regarder. Bien, bonjour à tous. Je suis Patrice Bongrand pour ceux qui ne me connaissent pas. Je pratique le bonsaï depuis 25 ans. Je suis instructeur de bonsaï depuis 15 ans. J'ai écrit une centaine d'articles, un petit peu plus sur le bonsaï dans différentes revues. Il y a 3 ans, avec mon épouse, nous avons créé le jardin arboretum de bonsaï dans le Gard, pas loin de la bambouserie d'Anduze. Nous présentons une collection de 80 bonsaïs réalisés principalement avec des espèces autochtones, c'est-à-dire des espèces où on habitait avant dans les Pyrénées principalement, mais pas que. Derrière, vous avez 3 arbres issus de la collection. Je vais vous présenter dans cette conférence une voie qui n'est pas toujours comprise ni très pratiquée en Europe. Ça s'appelle la voie naturelle, Shizendo Bonsai. Shizen en japonais, on peut le traduire par naturel, par comme si c'était la nature qui l'avait fait. On pourrait le traduire aussi l'énergie vitale qui s'exprime par elle-même et qui fait de la beauté. Hein? Vous voyez? Alors, je vais vous parler un petit peu d'arbres plus que de bonsaï. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le bonsaï, il y a des gens quels sont ceux qui pratiquent le bonsaï, que j'ai les mains levées, qui connaissent bien? Oh, ben, il y a un maximum quand même. Donc les autres, je m'excuse, j'utiliserai parfois de temps en temps des propos ou des termes qui sont un petit peu spécifiques aux amateurs de bonsaï. Si vraiment ça vous pose problème, n'hésitez pas à lever la main pour me couper, enfin couper ma parole, parce que le reste, c'est pas encore fait, mais bon. Ouh là, je suis en train de m'enliser, là, ça va être terrible. Voilà, c'est une conférence que j'ai créée, que j'ai faite déjà à plusieurs reprises, et que j'ai fait surtout dans des milieux qui ne sont pas des milieux de bonsaïstes. Donc il est adapté aussi beaucoup aux amateurs qui aiment la nature. Quand j'ai pratiqué le bonsaï au début, j'ai cherché comme tout le monde à avoir un bonsaï avec lequel je pouvais m'amuser. Progressivement, en évoluant, je me suis rendu compte que le domaine de l'avoir ne faisait pas partie du bonsaï, parce que le bonsaï est du domaine de l'être. Donc je vais parler aussi d'une part très importante en bonsaï, qui est la part philosophique, parce que c'est la base même du bonsaï. Pourquoi je parle du domaine de l'être? Parce que le bonsaï, qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition du bonsaï? Quelqu'un veut me dire ce que c'est qu'un bonsaï? Un arbre en pot. Un arbre, qu'est-ce que c'est? Un être vivant. Hein? Beaucoup de gens veulent avoir un bonsaï pour décorer ou pour s'amuser dans un coin. Un bonsaï, c'est pas ça. Le propos du bonsaï, c'est établir une relation affectueuse avec un être vivant qui s'appelle l'arbre. Comment pouvoir établir cette relation affectueuse et respectueuse si on ne connaît pas l'arbre en question? Si on ne connaît pas son fonctionnement, et encore mieux, si on ne connaît pas l'espèce qu'on en travaille. Donc, on pourrait résumer sommairement ce qu'est la voie naturelle. La voie naturelle, c'est traduire dans un arbre d'une espèce donnée ce que l'arbre est dans son milieu naturel. Donc cela veut dire qu'il y a plus de boulot sur le bonsaïste que sur l'arbre. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il faut acquérir la connaissance. Il faut en quelque sorte aller sous ces vieux arbres dans la nature, écouter ce qu'ils nous ont à dire, hein, ce qu'ils ont à nous dire, et pouvoir le retraduire dans les arbres. Ça veut dire qu'il faut oublier le « je veux faire ça » sur l'arbre. Il faut traduire qu'est-ce que l'arbre m'amène à vouloir faire pour le mettre encore plus en valeur dans le respect de l'espèce. Voilà le propos de ma conférence d'aujourd'hui. Hein? De ce côté-là, personnellement, j'ai subi une grosse crise il y a 7 ans, 8 ans, qui m'a fait complètement changer mon orientation. J'étais instructeur de la Fédération française de bonsaï, démonstrateur, conférencier. Et puis, je me suis retrouvé devant un problème, c'est qu'à chaque démonstration, où pendant 4 heures, on doit montrer son talent sur un arbre, j'arrivais avec un arbre, et puis je me dis, et puis quoi? J'avais en montagne, et c'est pas du tout la même chose.
Il y a donc une dichotomie entre ma façon d'avoir travaillé un arbre sur 4 heures et ce que les vieux arbres, eux, m'enseignaient dans le milieu naturel. Et donc j'ai pris du temps à réfléchir, j'ai reculé, j'ai diminué un petit peu mes interventions dans les stages, les ateliers, pour écouter un peu plus les arbres et prendre plus de temps avec eux. Les arbres ont des choses très importantes à nous enseigner. Le premier élément, c'est que comme nous, ils sont entre terre et ciel. Les pieds en terre, la tête au ciel. Une église symbolise la même chose. Donc vous voyez, il y a une part symbolique, voire philosophique, voire spirituelle dans ce que l'arbre a à nous enseigner. Vous comprenez cette verticalité? Sans cet ancrage en terre, ce qui est en ciel ne peut pas s'exprimer. Donc ça veut dire que les techniques de culture, à 85%, sont les plus importantes techniques à acquérir en bonsaï. Cultiver un bonsaï, c'est un art. C'est beaucoup plus un art de cultiver un bonsaï que de faire de l'art sur le bonsaï. Donc dans la voie que je vais vous proposer à découvrir, le bonsaï n'est pas un art, c'est un artisanat. Parce que un artisanat, c'est intervenir de temps en temps pour que l'arbre s'exprime le mieux. C'est-à-dire qu'en finalité, dans le bonsaï, dans la voie naturelle, c'est que toutes les traces d'intervention, tout le travail que l'on fait disparaissent totalement pour que seul l'arbre existe. Tu peux passer. Pour ce faire, voyons ce que les anciens du Japon et de Chine nous enseignent sur l'arbre. Par le biais de la calligraphie, de la peinture, on voit qu'avec quelques traits seulement de pinceau, on exprime l'essentiel même de ce que peut être un arbre dans la nature. Voilà. Là, on a les formes de lettrés. Des pins sylvestres comme ça, on en a vu quelques-uns sur la route en venant du Gard, 8 heures de route. Le bonsaï nous permet, en fait, historiquement, d'où vient le bonsaï. C'est ça qu'il faut savoir. Nous, on n'a pas fait toute cette démarche qu'ont fait pendant des milliers d'années les Asiatiques à travers le bonsaï. On est parti de visions d'arbres asiatiques. Et on s'est dit, moi je veux faire ça sur mon arbre. Donc on a tous travaillé d'abord sur des espèces asiatiques, jusqu'à ce qu'on comprenne que quelques maîtres nous enseignent que nos espèces ici en Europe, et principalement en France, sont tout à fait adaptées, et même encore plus que ça, pour faire des bonsaïs. Cette liberté exceptionnelle des arbres dans la nature nous enseigne quelque chose d'important. C'est que chaque arbre est dépendant de son biotope. Qu'est-ce que c'est que le biotope? Quelqu'un peut me dire? Le biotope d'un arbre. Son milieu de vie de l'arbre. Donc ça veut dire que si vous ne connaissez pas le milieu de vie d'un arbre, comment vous allez exprimer un bonsaï dans le bonsaï son milieu de vie? Hein? Un hêtre derrière, vous avez un hêtre de montagne, donc avec des troncs qui font comme ça, parce qu'il y a le poids de la neige qui induit sur l'arbre. Un hêtre de plaine, comme on a dans le côté de Tours et dans les forêts du centre de la France, c'est des fûts tout droits. Donc ça veut dire que si vous voulez exprimer un bonsaï de hêtre, vous devez savoir si l'arbre a un tronc tordu, il faut répondre à ce tronc tordu de l'arbre qui est le sujet de départ, répondre à l'esprit d'un être qui a poussé dans un milieu qui fait que le tronc est tordu. Donc il faut connaître le milieu. Vous voyez ici des pins. On est à 2200 mètres dans les Pyrénées, en haut d'une grande falaise, du pin à crochet. Donc vous voyez que tous les dessins qu'on a vus tout à l'heure, les peintures, on retrouve cet élément-là de liberté, de rusticité, et vous voyez tous ces bois morts, et pourtant l'arbre est toujours vivant. Pin à crochet, 2000 ans. Pinus aristata, dans le désert de Californie, 5800 ans les plus vieux arbres. On connaît que des arbres, certaines espèces, comme certaines épicéas, dans le nord du Danemark, on arrive à 9800 ans. Donc nous, avec nos 100 ans, on peut un peu... hein? Donc ça veut dire que c'est dans les milieux sauvages, naturels, forts, et à milieu conditions difficiles que vivent les plus vieux arbres. Le Pinus aristata, désert de Californie, 3000 mètres, d'altitude, très très peu de flotte. Et pourtant, c'est là que les arbres les plus vieux vivent. Donc l'histoire de la souffrance dans l'arbre, c'est quelque chose qu'il faut traduire plutôt en contrainte, et que face à une contrainte, un arbre va générer, sur les générations suivantes, successives, une réponse
essaie de renforcer son système immunitaire et de s'adapter au terrain. Donc en bonsaï, on va essayer d'exprimer ça, ces milieux forts qui expriment des arbres qui ont une histoire. Et le bonsaï, c'est ça. On raconte une histoire dans un arbre. Donc un bonsaï, c'est pas une pastille Valda au-dessus d'un tronc. Vous voyez, c'est une vision un petit peu schématique, mais c'est pas une pastille Valda au-dessus d'un tronc. C'est plein de petits détails évocateurs du milieu naturel. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Je vais donc vous proposer de voir 3 ou 4 espèces. Le pin crochet de montagne, qui est un peu ma spécialité en Europe. Le hêtre et l'if. Et on va voir sur des arbres comme ça comment on peut retraduire ces mêmes caractéristiques spécifiques de l'espèce sur des bonsaïs. Voilà, vous voyez, sur la falaise, hein, il y en a un, il pousse là. Et donc, là, on se dit, mais dans quoi il pousse, à votre avis? Dans quoi il pousse? Ouais, mais alors, il y a de la terre ou pas? Il y a de la terre ou pas? Hein? Alors, pour information, j'ai eu des textes l'INRA entre les mains. Un arbre dans un milieu naturel sauvage se nourrit par le feuillage à 90%. Par lui-même. La neige, mon grand-père qui était paysan dans les Deux-Sèvres disait « neige aux brouettes de fumier ». Oui, je suis pas de loin, moi. Hein. Je peux vous parler en patois si vous voulez. Ça déchire grave ta race, hein, comme on dit maintenant. Hein? Ça veut dire que là, si vous prélevez un arbre comme ça dans la nature, vous le mettez dans un pot, ou avec un mauvais substrat, vous le mettez dans l'engrais au bas, l'arbre il ne connaît plus rien, il ne sait plus rien, il s'habille. Donc ça veut dire que les fertilisations foliaires sont très très importantes. C'est une petite parenthèse, mais c'est pour dire que dans le cheminement du bonsaïste, l'important c'est de comprendre l'arbre qui travaille, c'est suivre, écouter le milieu naturel. Vous voyez, on a la même chose qui est traduite sur une calligraphie. Et on voit bien que dans cette peinture-là, l'espace vide est beaucoup plus grand que le plein. Vous voyez ce que je veux dire? Quand mon verre est vide, je le plains. Quand il est plein, je le vide. Ouais, c'est une plaisanterie. Ça passe pas pour le moment, ça va venir. Je vais essayer de revenir un petit peu dessus. Hein? Ça veut dire que dans un bonsaï, c'est pareil. Si vous voulez vraiment évoquer quelque chose de beau, il faut qu'à l'intérieur, il y ait des espaces vides qui vous permettent de lire la ramification, la délicatesse de la ramification. Un if, Taxus baccata. Vous voyez le sujet? 1200 ans. Le tronc, il fait à peu près de base ici 2 mètres à peu près, 2 mètres 50. Vous regardez, il y a 80% de bois mort. Alors le bois mort, ça ne veut pas dire que c'est la plante vivante, hein, que l'arbre est mort et qu'il y a eu du vivant collé dessus, hein, on a connu ça, les tanuki. Hein, il faut vraiment voir que ça fait partie du comportement de l'espèce. Donc on comprend le comportement. Un if, il y a une branche là, on est à 1600 mètres d'altitude. Vous avez un climat qui est très 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 violent parfois, avec des orages de neige. Moi je me suis vu au mois d'août en t-shirt et en short, passer du 32 degrés, 33 degrés à 3 degrés avec de la grêle et de la neige. C'est des climats très très violents, des orages très violents. Donc s'il y a un événement donné qui se passe sur l'arbre, la branche s'arrache, retrait de sève, toute la partie du dessous est en bois mort. Et l'arbre, il va conserver donc des veines vivantes qui vont permettre d'alimenter tout le feuillage. Vous voyez la verdeur du feuillage. On voit bien la construction de l'arbre avec une certaine densité et puis une certaine asymétrie. On va le voir de plus près. Vous voyez le bois mort? Les veines vivantes sont là. Et le bois mort, il a un beau gris, pas tout blanc, uniforme. Hein, il y a des dégradés de gris dedans. Donc, dans la façon de travailler les bois morts, là aussi, on a une leçon à recevoir sur les arbres. Il n'y a pas des petits lutins avec des seaux de liquide à gin pour ceux qui font du bonsaï. Hein, des seaux de liquide à gin, puis toute la nuit, ils barbouillent. Hein. Donc, comment faire pour retraduire en bonsaï des bois morts qui ne soient pas gris? Le liquide à gin, c'est un produit que les amateurs de bonsaï passent dessus pour empêcher que le bois pourrisse. Accessoirement, c'est utilisé aussi en matériaux de décoration pour faire que ça blanchisse bien. Alors que la réaction naturelle du bois au soleil et à l'eau, c'est de blanchir. C'est une réaction naturelle du bois pour se protéger. C'est ce qui permet au bois de durcir, entre autres, en surface, et donc de se conserver. Vas-y, passe. Regardez la dynamique de la vie. Hein? Hein, ça, c'est beau, c'est expressif, avec la veine vivante au-dessus. La ramification d'un if, de dessous. Hein?
Donc finalement, vous voyez que si une branche sort là sur un if, elle va continuer comme ça. Elle va pas aller faire pim, 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 pim. Vous voyez? L'arbre, il va faire simple. Pourquoi se compliquer? Alors pourquoi les amateurs en bonsaï trichent comme ça avec des branches qui vont dans tous les sens? Excusez-moi, j'ai des propos qui paraissent peut-être un peu péremptoires. Il n'y a aucune critique de ma part pour les gens qui travaillent comme ça. J'ai travaillé comme ça. Simplement, il y a une étape de travail qui nous amène à mieux comprendre les arbres à un moment donné, comment on travaille en plus grande sobriété, plus simplicité. C'est souvent la simplicité égale l'efficacité. L'arbre, son but au niveau de son feuillage, c'est de faire la photosynthèse. C'est-à-dire transformer la sève brute aspirée par les racines en sève élaborée. Et n'oubliez pas que la sève élaborée, que la sève descendante, c'est à partir de ça que l'arbre fait tout. Racines, nouvelles racines, branches, feuilles, fruits. Donc si votre arbre n'a pas assez de lumière par rapport aux besoins de l'espèce, il va s'étioler. Donc ça veut dire que le bonsaï d'intérieur, en bonsaï, il faut un peu oublier, quoi. C'est pas un objet décoratif, vas-y. Là aussi, on voit bien les détails. Vous voyez, c'est léger, c'est juste dessous, hein, la branche elle est comme ça normalement. Voilà comment se construit la densité d'un feuillage. On voit bien c'est dense, mais c'est pas quand même, c'est pas un brocoli, quoi. Vous voyez, il y a quand même des espaces entre les pousses. Donc il faut laisser un petit peu d'oxygène. Regardez la beauté de ce bois mort là au-dessus. Moi je l'ai vu pendant 15 ans, il est toujours là, hein, donc je serais peut-être mort avant qu'il pourrisse. Plus en détail encore, on voit bien le contraste, bois mort, verdeur du vivant. Donc ça veut dire que le vivant s'appuie sur le mort. Donc la mort n'est pas une honte, elle fait partie de la vie. La part philosophique que le bonsaï nous enseigne. Un autre if, il est complètement creux. Tu tapes dessus, je peux essayer si vous voulez. Hein. Ou alors comme ça peut-être. Hein. Il fait à peu près 1,50 m de diamètre, il a toute une veine vivante sur le côté, il s'est préservé, il y a eu un événement qui s'est passé. Et donc à l'intérieur, pourquoi il est creux? Alors que le bois d'intérieur de l'if est plus dur que l'extérieur. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce mystère? Non mais pourquoi il est creusé? Pourquoi il est mort à l'intérieur? Hein? Faut des balaises, hein, des machins comme ça, hein, avec des dents... C'est pas plutôt un castor. Ça peut être des insectes, hein, Non, les ifs ne peuvent pas avoir d'insectes. Parce que dans l'if, on l'appelle le youant aussi, nous. L'if youant, si vous voulez. Les moyens? Les passes quand même, ça va? À noter, ouais, c'est ça. J'en ai d'autres, mais elles sont un peu plus basses. Je vais peut-être pas les faire. Pourquoi ça pourrit à l'intérieur alors que normalement c'est un bois plus dur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Hein? Pourquoi? Il y a une ouverture, ce qu'on appelle une entrée d'eau, quelque part, d'accord? Donc pendant des années il flotte, et puis l'arbre, il pourrit tout doucement. Tandis qu'à l'extérieur, contraste, soleil, vent, pluie, soleil, vent, pluie, soleil, vent, pluie, le bois, il devient du béton. Ah, petit secret que nous enseigne la nature. Peut-être que pour faire le bois mort, on pourrait retraduire ça. Comment le faire? Donc les pins, l'if est derrière, et le pin sont travaillés selon cette voie naturelle de faire les bois morts. Il y a des techniques pour ça. Et des non-techniques. C'est-à-dire que le non-travail est plus important que le travail. Là, je déboussole un peu tout le monde. En quoi le non-travail est plus important? Quel est le non-travail? C'est le travail de la nature, c'est ce que fait la nature, l'arbre, le temps qui passe. Le temps qui passe, on veut faire un bois mort en une heure, il y a un coup d'outil électrique, on met un coup de liquide à gym, paf, voilà, je suis balèze, j'ai fait un beau bois mort. Ouais, mais la nature, elle a toujours raison. Elle nous enseigne les voies. Donc la voie, c'est travailler par étapes. On tire les fibres, on dégage un peu l'arbre, on laisse sécher. On mouille, on sable éventuellement, on passe des brosses souples en nylon, on fasse du sable 80 microns, donc on va faire le travail sur le temps, plus rapide. On va durcir ce bois, on va le mouiller, on va le faire sécher, on va le mouiller, on va le faire sécher, et puis progressivement, on retraduit exactement ce qui se passe là-haut. Et les bois ne pourrissent plus. Et s'il pourrit, c'est pas grave, la nature aura toujours raison. Quand on va nettoyer derrière, ça va pourrir dans le sens des fibres du bois, ça va encore faire encore plus une histoire racontée dans le bois mort.
Voilà, plus près. Ouais. Quand on a crié dans le trou, il y a quelqu'un qui a répondu. Hein. Un petit bestiau comme ça. Vas-y. Voilà, un pain crochet vu de dessus. Vous voyez, ce qu'on appelle les signes tabulaires. Et tabulaire les moyens. Alors, là on voit bien le poids de la neige se traduit sur la cime d'un pin. On voit bien que tout ça s'est rabaissé par le poids de la neige. Continue. Plus près. Voilà, hop hop. Non, vas-y, là c'est bon. Une branche basse de pin à crochet. La branche du pin à crochet, le pin à crochet a un comportement très viril, très puissant. Il ne faut pas oublier qu'il a parfois 1 mois et demi de période végétative dans l'année. Au mois de juin, l'année dernière, comme il avait beaucoup neigé, là où je prélevais mes pins à crochet adhésifs, 9 mètres de neige, ça laisse des marques sur le végétal. Donc il y a des branches qui s'arrachent, qui descendent vers le bas, et puis l'ensemble du feuillage est plutôt viril, plutôt pas aussi fin que le pin sylvestre. Le pin sylvestre est beaucoup plus délicat, il faut traduire ces éléments-là en bonsaï. Vas-y. Plus près. Donc on voit bien les bois morts, ce qu'on appelle les jeans. Ça peut être aussi le pantalon ou un alcool fort, mais là en l'occurrence c'est un bout de bois mort. Ouais. Plus près, voilà. Et là, voilà. Voici une belle histoire. Alors c'est bizarre parce que le bas de la photo il paraît pas là. Tu peux essayer de... Non, normalement il a envoyé les branches et tout. Là vous voyez comment faire un bois mort sur un arbre. Si je mets un bout de bois comme ça que je coupe sur un bonsaï, hein, moi je peux faire le lapin si vous voulez. Presque, ouais, c'est ça. Si je coupe le bout de bois et que je l'aiguise bien avec un bout de papier pont, papier peint, là, papier de verre, je veux dire, pour faire un truc tout rond, on va pas traduire ce qui se passe dans la nature. On va faire un bois imitation de bois, quoi. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu un poids de neige énorme, tout a arraché, comme le cœur du bois est beaucoup plus dur. Donc on a bien ce mouvement-là. Donc comment ça va progressivement se déliter? Tout ça, ça va raconter une histoire. Quand la cicatrisation va se faire, on va avoir un bourrelet qui ne sera pas rond comme ça, comme on fait avec une pince concave dans un arbre quand on supprime une coupe. Si vous regarderez, vous prendrez le temps de regarder le hêtre qui est derrière. Toutes les coupes ont été faites selon cette technique. C'est le prochain article qui va sortir dans Esprit Bonsaï. Ça ne me rapporte rien, hein. Vas-y. Voilà une autre signe de pin à crochet. On voit la tendance du pin à crochet très apical. Il a peu de temps pour pousser, alors on va vite chercher le soleil. Là-haut, à 2000 mètres, il y a une luminosité très 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 forte. Voilà. Même s'il peut pleuvoir beaucoup. Alors normalement, la codification en bonsaï nous impose de faire partir un double ou un triple tronc de la base même de l'arbre. Vous regarderez sur la fiche, il y a un de mes pins. Triple tronc, malheureusement la photo n'était pas très bonne, où effectivement les 3 troncs partent un petit peu plus haut que la base. Ça a fait sujet de discussion importante, voire un peu plus que ça. Pourquoi cet arbre au niveau de cette branche elle remonte à angle droit? Vous faites un bonsaï comme ça, 0 au niveau jugement. Hein. Moi-même il y a 10 ans, je vous le disais, ça faut couper cette branche là. Hein? Pourquoi la nature s'amuse à faire ça? Pour mettre une balançoire? Non, c'est pour enquiquer, ouais, c'est ça. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah, c'est pour ça. Et les petits lutins avec les seaux de liquide à gin, ils ont oublié, ils se sont dit, on va faire une balançoire, c'est ça. C'est un exemple. Évidemment, il ne faut pas reproduire ça, mais c'est pour dire qu'il y a des choses qui se passent, et vas-y, encore. Là, c'est pareil, les 2 cimes, normalement, dans un double tronc ou 2 arbres, doivent s'éloigner. Là, elles s'embrassent amoureusement. Là, c'est pareil. Et cet arbre est fabuleux. On pourrait croire à ce qu'on appelle un battu par les vents dans les formes de bonsaï. On a ici un arbre magnifique. Et alors, pourquoi ça ne démarre pas de la base? Tout simplement parce que la hauteur de neige fait que si vous avez un tronc plus petit, il va se prendre toute la neige de l'autre plus la sienne, il va s'affaisser. Soit on a un tronc qui rampe par terre, soit il meurt. On a un liquide, un gin qui démarre.
Donc la plupart des arbres double tronc, triple tronc, quadruple tronc qu'on trouve en montagne sont toujours à un certain niveau qui correspond à la hauteur de neige. C'est ce que j'ai voulu traduire sur mon petit triple tronc. Donc je ne suis absolument pas en respect des traditions et des normes. Par contre, j'ai exprimé un pas un crochet et pas un bonsaï. Donc vous voyez la différence. Ça va? Je suis comprenable? Voilà. Vous voyez? C'est un tronc. Là, vous avez un beau bois mort. Là, le mec avec le liquide à gin y est. Et regardez à l'intérieur ce qui est en train de repousser là. Un petit pas un crochet. Dans le bois qui se décompose, ben, c'est la génération future dans quelques milliers d'années. Voilà. Et la Piaz, 1800 mètres d'altitude. Sous ces arbres-là, je les ai vus vivants. Il y a plus de 20 ans. Hein? Demandez si ça faisait longtemps. C'était hier. Il fait pas son âge. Alors, réchauffement climatique, été caniculaire. Plus bas, là-bas, il y a les usines de lac et compagnie, donc pluie acide, font qu'il y a une sorte d'hécatombe de cette espèce-là, qui est là depuis des milliers d'années, puisque le pin à crochet pousse là-haut depuis la dernière ère glaciaire. Hein? Donc, il ne faut pas prélever ça pour s'amuser, parce que c'est quand même des arbres à respecter, et puis c'est quand même une espèce très, très galère à suivre. Sauf si c'est des jeunes plants. Là, regardez l'expression de l'arbre. Vous voyez la base, tout l'arbre complètement asymétrique. Donc là, vous mettez ça dans un pot à bonsaï ici. Nickel, hein, premier prix. Hein. Alors évidemment, si on fait un bonsaï avec, on va vouloir faire une petite cime bien ronde, une branche d'appui ici et une deuxième branche là. Hein? Vous voyez? Mais pourquoi? On peut le faire comme ça. Mais on peut aussi aller un peu plus vers un peu plus de naturel. On en parlera tout à l'heure, après, comment arriver à donner plus de naturel à nos arbres. Vous voyez, c'est le même arbre vu de dessus. Et regardez tout à fait au fond, celui-là, il est sur le dessus d'un talus, avec au-dessous 3 mètres, et derrière, vous avez un arbre qui est tout droit. C'est pourtant la même espèce. Pourquoi qu'ils ont des formes différentes? Ah. Donc ça veut dire que vous voyez, il y a un sens. Quand on fait un bonsaï, il faut vraiment représenter quelque chose. Donc il y a un sens. Regardez les magnifiques bois morts qu'il y a partout, avec les veines vivantes qui serpentent autour. Le poids de la neige, là, ici, reste beaucoup plus longtemps, beaucoup plus stable que sur l'arbre qui est vertical, où la neige glisse le long des branches. Celui-là, il s'en est pris un paquet. Hein. Il est haut comme ça. C'est beau, hein? Et vous voyez le petit bois mort. Donc on peut voir que la branche était plus lourde. Tout doucement, elle s'est abaissée. L'arbre, il a cherché à nouveau la lumière. Donc il remonte chercher la lumière. Un arbre tout droit. Et regardez la branche là. Elle était accrochée à l'arbre. Donc le poids de la neige. Là, plus près. Et donc on voit bien la tendance apicale de l'espèce qui va tout de suite rechercher la lumière derrière. Donc sur le pin à crochet, si vous faites des petits plateaux bien définis comme ça, l'arbre il va vite vous dire ça va pas, hein, la branche va sécher et va repartir vers autre chose. Donc il faut savoir le laisser remonter légèrement, naturellement. C'est pas la peine de les ligaturer pour les mettre bien droites comme ça, comme on voit fait principalement par certaines écoles, pour pouvoir donner vraiment tout de suite l'impression d'un plateau bien garni. Hein? Plateau bien... Non, c'est pas grave. Hein, les oliviers. L'Espagne. Ah, et là, il fait quand même plus ou moins 8 mètres de largeur, hein, ici. Hein. Hein. On voit toutes les veines vivantes de l'arbre, tous les creux à l'intérieur. Il a un beau nébari. Hein. Le nébari, c'est la base, hein, pour ceux qui ne savent pas... C'est pas un éléphant qui parle. Tu la connaissais pas celle-là? Tu vas repartir plus intelligent, tu vois, ça va te faire drôle. Pardon. Un hêtre. Alors, un hêtre de montagne. Là, on n'est pas très très haut, mais on y pousse dans la roche. Donc, vous voyez la puissance de l'arbre et la beauté de l'arbre qui monte vers la lumière. Le tronc.
On a même ici un petit personnage qui porte un bâton. Le nez, la bouche, les 2 yeux. Un bâton, ou alors on est en train de faire pipi, mais... Ou c'est le matin. Direction finale. Je l'ai quand même dit. Jusqu'au bout quand même. Donc là on voit bien l'arbre qui est accroché dans la roche, qui a subi la vie avec tous ces petits travaux. Mais là on voit, là c'est des branches qui ont été coupées. Parce que c'est sur le bord d'un chemin de randonnée. Enfin c'est plutôt une piste de ski de fond. Donc là on a une trace de cicatrisation ronde. Donc il y a d'autres possibilités. Voilà, une branche de hêtre. Comment une branche de hêtre vers le bas? Oui, c'est une branche basse, très basse. Et quand même l'arbre qui cherche vers le haut, avec même un bois mort. Les Japonais, les maîtres japonais qu'on a rencontrés nous disent jamais de bois mort sur les feuillus. Vous allez l'entendre souvent. Hein? On vous l'a dit. Jamais de bois mort sur les feuillus. Ben qu'est-ce qu'il fait lui? Hein? Attention, il y a du bois mort sur un arbre quand cet arbre dans la nature, dans le milieu naturel, a du bois mort. Hein, on ne fait pas ça juste pour faire beau, pour améliorer la chose. Moi, les hêtres que j'ai à la maison, j'en ai certains qui ont des bois morts, je les ai vus avec ces bois morts pendant 10 ans avant de les prélever. J'ai travaillé depuis 10-12 ans. Et le bois n'a pas bougé, parce que par exemple, le hêtre, le Fagus crenata japonais, c'est un bois qui ne se conserve pas du tout, qui pourrit très vite. Alors que nos hêtres, à nous, ils se conservent bien. Donc il faut retraduire nos propres espèces. Vous voyez les branches, comment elles sont naturelles, ouvertes, l'ensemble de la ramification est très très libre, très légère. Un hêtre là, il est posé sur une pierre, toute cette partie-là, c'est du bois mort, par-dessus. Et l'arbre, il continue à pousser, il y va. Et tous les feuillus n'ont pas de bois mort? Comment? Tous les feuillus n'ont pas de bois mort? Non. Que certaines espèces? C'est-à-dire qu'en général, dans la nature, si vous avez un arbre qui pourrit vite, qui a des bois morts, il va tout de suite à la mort. Hein. Donc si on veut faire un bois mort sur le feuillu, il faut choisir la bonne espèce. Voilà. Le hêtre. On raconte une histoire sur l'arbre qui correspond à l'histoire de l'arbre dans ce milieu naturel. Donc si vous voyez dans vos coins, dans votre nature, des arbres qui ont des bois morts depuis des années et que ce bois ne se délite pas, ne se détruit pas ou peu rapidement, ça veut dire que la même espèce que vous voulez faire en bonsaï, vous allez pouvoir éventuellement le traduire. Mais on ne le fait pas juste par hasard, on le fait parce qu'on raconte une histoire. Donc par exemple, si c'est une branche basse qui s'est arrachée, on va l'arracher pour pouvoir retraduire exactement la même chose. Vous voyez, regardez comment c'est beau, hein? Voilà, ouais, on a tout ça. La branche, ça fait à peu près ce diamètre-là, quoi. Ah, qu'est-ce que ça vient faire là? Trésor national vivant au Japon. Bon, je suis céramiste d'art, c'est cuit au four à bois, c'est un rappel. Non, mais c'est pour dire. Pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire là? Ça rappelle les barils, ça rappelle... Parce qu'il y a deux notions esthétiques au Japon qui sont fondamentales. Fondamentalo? Non, c'est pas ça. C'est le wabi et sabi. J'ai pas dit walibi, ça c'est un truc de kangourou. Hein. C'est mon copain Alain qui m'a sorti ça un jour. Wabi sabi, on pourrait le traduire par patine, par sobriété, simplicité, dépouillement, patine, temps qui passe, rusticité. Hein? Un bonsaï, si vous prenez un plan, un arbre avec une écorce toute lisse, toute droite, un arbre tout banal, qu'est-ce que vous exprimez de ça? Rien, il faut raconter une histoire. Là, en l'occurrence, on voit bien un pot qui est cuit au four à bois, qui a fondu pendant la cuisson, mais qui reste étanche, avec tous les effets de cendres, les cendres qui sont fondues, qui font cette cuisson à la four. Ces effets qu'on appelle la shizenyu, donc shizendo, couverte naturelle à la cendre, accidentelle. Accidentelle parce que pour le Japon, c'est le travail du feu lui-même qui fait son œuvre sur les éléments naturels dans le four. Et donc ça veut dire que vous voyez une essence qui est la même que celle qu'on va chercher en bonsaï à traduire sur un arbre, sur les bois morts, sur l'écorce, le tronc. Une autre pièce aussi, vous voyez, asymétrique. C'est un autre élément fondamental en bonsaï, la symétrie, à l'apostrophe. Et voilà, maintenant je vais montrer une collection de bonsaï japonais plutôt naturels. Là vous voyez un Fagus crenata, donc un hêtre japonais.
un charme, Carpinus. Vous voyez le naturel qu'il a? Où sont les plateaux? Où sont les constructions de branches? Regardez cette branche là qui fait ça. Coucou Full Price. Hein? Coucou Full Price. Le Kokufu, c'est une exposition très importante au Japon. Donc c'est un prix, il a été primé. Un autre charme. Vous voyez qu'il n'en manque pas, il est comme moi. Hein. Mesdames, vous pouvez-vous pas, mais... oh, que le... Ah, c'est quoi ça comme espèce? Non, c'est japonais. Hein. Ils travaillent pas le chêne, les japonais. Hein? Un érable. Un érable palmatum, mais une variété à grosse écorce. Il est vieux le pépère, hein? Hein? Il est beau. Demain, je ferai une conférence sur l'accord arbre-peau. Un pin. On peut revoir presque ce qu'on avait vu tout à l'heure en montagne, avec cette branche basse qui s'abaisse très fortement vers le bas. C'est quoi ça? À votre avis? Non. Un épicéa. Épicéa. Regardez l'écorce, regardez la beauté du feuillage naturel. Vous mettez ça dans le contexte de la nature, sur un rocher, avec un fond de montagne, vous ne savez pas que c'est un bonsaï. Hein. Vous voyez? Attention, hein, je répète, je ne dis pas que l'autre façon de travailler est nulle. Simplement, moi je propose une autre vision qui correspond à la vision ancienne de la pratique du bonsaï. Hein, comme Maître Murata et Kawabe. Un genévrier. Donc on est loin des genévriers avec des petits plateaux super définis, etc. Bon, ça, il porte bien son nom, il est vrillé. Un taxus, vas-y. Taxus cuspidata. Ça me rappelle un peu les ifs qu'on a vu tout à l'heure. Un genévrier communiste, en fait, un rigida. Le bois est un petit peu trop blanc, mais bon, le reste, la construction est très belle. Un taxus. Pareil, super naturel. C'est quoi ça? Prunus mumé, abricotier du Japon, ou la variété des prunus. Là, où est la construction de l'arbre? Le bois est en train de se déliter, tu peux mettre l'autre aussi. Regardez, on peut imaginer qu'autrefois le tronc était là, hein, puis le bois, progressivement, il s'est pourri, parce que le bois de prunus, ça ne conserve pas très très longtemps. Alors pourquoi mettre du liquide agine sur un bois mort de prunus, qui va blanchir alors que les bois morts de liquide de prunus sont, comme les prunus malèbres, sont noirs, avec le temps, même s'ils se délitent, ben, il reste l'essentiel de l'arbre, et là il est quand même très poétique, donc c'est une vraie poésie. C'est une délicatesse et d'une finesse avec le contraste entre ce bois qui a vieilli et puis la beauté de la floraison délicate, fine. En plus, c'est très proche du cerisier, hein. Donc il y a la symbole aussi de la fête des cerisiers au Japon, les fleurs de cerisier qui symbolisent l'impermanence, combien nous sommes peu de choses et que nous passons sur cette terre comme un souffle. Hein, parce que la fleur de cerisier passe très vite. Ça, c'est quoi? Aubépine. C'est une aubépine. Un pin que moi j'aime beaucoup, j'ai malheureusement pas retrouvé la photo. J'ai la photo de l'arbre plus tard qui est beaucoup plus naturelle. Vous verrez à la fin de cette série de photos, il y a un arbre, un pin qui est à tomber de naturel. C'est une photo toute petite que j'ai prise sur un magazine financier japonais qui m'était donné par une copine japonaise, dans une salle d'une banque. Voilà. On a ici un arbre fabuleux avec un pot cuit au four à bois. Là, où sont les plateaux? Elle est très exceptionnelle. Pour moi, je suis tombé follement amoureux de cet arbre.
Ouais, mais il y a une anticonicité à la base. Bon, allez hop, 0. Ça passe pas dans les hein? Ah ouais, mais là, celui-là, c'est cassé quand même, classé pour un des plus beaux bonsaïs du Japon. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les normes en question, les références qui nous sont données, la codification, c'est un peu l'équivalent du pianiste qui fait ses gammes. Ça apprend à regarder les arbres, à ne pas faire d'erreurs grossières, à savoir visualiser un arbre, à apprendre à connaître toutes les traditions du bonsaï, tout ce qu'on doit savoir sur le bonsaï. Mais à un moment donné, quand on veut faire un bonsaï qui soit expressif, il faut se libérer de ça pour être au service de l'arbre en priorité. Il y a une grande différence entre la série de piano que fait le pianiste, les gammes, et puis une symphonie. Dans une symphonie, il y a des silences, il y a des moments fougueux, il y a des ruptures de rythme. On doit pouvoir exprimer ça aussi dans un bonsaï. C'est un autre arbre un peu plus travaillé, mais on voit bien cette tendance. Nous, on a des pins d'Alep là où on habite dans le Gard qui ressemblent beaucoup à cette ramification-là. Et beaucoup d'amateurs japonais, français et espagnols disent ouais, le pin d'Alep c'est pas intéressant, c'est pas dense. Eh ben, si l'espèce n'est pas dense, on va faire des arbres qui sont dans l'esprit pas denses, c'est tout. Et en l'occurrence, des lettrés qui sont vraiment la forme très simple, très dépouillée, qui exprime le plus pour moi le top du bonsaï. Celui-là, par exemple. Ouais, la photo, elle est pas bonne parce que normalement, il y a le pot à bonsaï. Fais voir avec la coulisse, là, c'est ça. Fais voir. Ah non, ça marche pas. Mais le pot, là, c'est un pot que j'ai créé aussi. Et là, on a vraiment un arbre vraiment d'une élégance fantastique, folle. C'est sable, c'est sobre. On pourrait croire à un trait de calligraphie. C'est d'une simplicité. Et puis regardez toutes ces petites pousses là, qui remontent vers le haut naturellement, qui deviennent libres là. Voilà le pin en question. Alors là, j'ai présenté une fois dans une exposition, dans une conférence, on m'a dit mais oui, ce pin il n'est pas fini. Ah oui, parce qu'il n'est pas construit avec des petits plateaux bien définis, etc. Il rentre pas dans le moule. Comme parfois je suis un petit peu méchant, je me dis, je ne sais pas qui c'est qui n'est pas fini. Non, c'est pour blaguer. Il n'y a pas de jugement. Donc là, vous voyez un arbre qui est arrivé à un niveau tel qu'il est complètement libre de ligature et il exprime vraiment sa nature profonde. On pourrait voir un sylvestre, ça devrait ressembler à ça après du temps. Ça veut dire que... Vas-y. Encore. Ça veut dire que là, vous voyez, par exemple, ce pain-là, on pourrait croire à Yamadori qu'en cours de culture, et puis il faut le bosser, quoi. Maintenant. Oui, mais alors justement, on met ça en concours, on est boulé. Ouais. Alors est-ce qu'il ne faut pas changer l'esprit du concours Ou alors, il ne faut pas faire de concours. Moi, ça fait un bout de temps que j'ai arrêté, parce que... Alors, pourtant, je suis juge fédéral, hein. J'en ai grillé quelques-uns. Hein, mais... Justement, vous aviez l'expérience qui vous donne le savoir que vous avez. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des étapes de travail. Quand on construit une maison, on fait d'abord les fondations. Ensuite, on construit les murs. Ensuite, on met la charpente. Ensuite, on met la couverture. Après, on fait l'intérieur, l'isolation, le doublage, le plancher, le papier peint. Puis après, la maison, elle prend une patine avec le temps. Vous voyez? Alors, c'est pareil. Nous, on en est à construire les murs et la charpente. Et on pense que l'arbre, il est fini quand il a les murs et la charpente. Vous voyez ce que je veux dire? Or, il y a un moment donné, il faut savoir libérer les arbres de toute contrainte, laisser reprendre leur nature. Et c'est un moment qui fait très très peur au bonsaïsme. Moi, je suis passé par là. Parce que tout d'un coup, l'arbre vous échappe. Vous avez l'impression que vous n'avez pas bien travaillé. Vous voyez? Or, il faut savoir laisser ça. Ça veut dire qu'il y a le temps qui passe. C'est-à-dire que c'est pas au bout de 5 ans, vous prélevez un arbre. Normalement, si vous prélevez un pin, c'est 4-5 ans de culture. Hein? Après, vous commencez à travailler l'arbre. La première mise en forme peut paraître assez sévère, avec des ligatures. Elle est nécessaire. Après, vous allez redéligaturer l'arbre, relaisser pousser, que ça s'attire encore. Et à nouveau, il va falloir religaturer les branches secondaires, tertiaires, etc. etc. Déjà, il y a 15 ans de passé. Ouais. Et là, normalement, on dit, ça y est, l'arbre, il est exposable. Moi, mes arbres derrière, normalement, j'estime qu'ils ne sont pas exposables. Les arbres qui sont derrière.
J'ai un grand coffre si tu veux. Hein? J'ai un grand coffre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça dépend combien tu me donnes. T'as combien de zéros derrière le chiffre? Il y a ce qu'il faut. Ah bon. On peut s'arranger. On va causer. Moi, c'est minimum 5 à 6 zéros. Hein. Ah, c'est un peu fort. Ah, voilà, tu vois? Non, je blague. Je vends pas mes armes. Hein. C'est comme vendre mes enfants. Encore les enfants? Bon, bref. Tu peux observer. Voilà. Là, celui-là, je le trouve vraiment fantastique. Moi, j'ai vu des pins en montagne, comme ça, sur le bord d'une falaise. J'ai vu ça, moi. Ce qui est beau, si vous voulez, c'est le fait qu'ils descendent. Il n'y a pas de plateau super défini, même si c'est un étape dans lequel on va construire là. Mais c'est que les branches, naturellement, vont reprendre leur nature, comme ça, légère. Ah ouais, normalement, c'est un arbre qui plie ici. Regardez-les. Ah là, il n'est pas fini celui-là non plus. Il faut tout religaturer, redéfinir bien les plateaux. Hein? Il est beau cet arbre. Ah voilà, ouais, tu peux mettre la calligraphie. Voilà. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Qu'est-ce que veut dire cette calligraphie? J'ai acheté de la peinture. C'est du japonais, hein, c'est un kanji. Niwa. Jardin. Jardin. Donc, dans le jardin, vous voyez, il y a la maison et la personne. Et le jardin, l'espace. Donc un jardin, c'est un espace vivant, naturel, à côté de la maison. Niwa. C'est partout la même calligraphie. C'est la même calligraphie, c'est le même nom. Niwa. Seulement vous voyez qu'on peut forcer le trait, ici, et c'est pas une erreur, ou on peut le simplifier au maximum, et c'est pas une erreur. Ça veut dire qu'en bonsaï aussi, si on veut, on peut forcer le trait, faire des plateaux super définis, ou plutôt faire quelque chose de léger, qui va être beaucoup plus symbolique, qui va demander un petit peu plus à la personne qui le regarde, pas de réflexion, mais de contemplation, de se laisser habiter par l'arbre. L'une voie ou l'autre n'est pas mauvaise. C'est des façons de voir différentes. N'empêche que, ultimement, il faut aller vers ça. Hein? Parce que là, on est plus au service. Quand on libère l'arbre, on est au service de l'arbre. Ça veut dire qu'aussi, évidemment, tout ce que je viens de dire est toujours subordonné aux techniques de culture. La vigilance complète de l'arbre, du bonsaïste, c'est toujours de donner le maximum de vigueur à l'arbre. Toujours. Maximum de vigueur, donc technique de culture, bon substrat, bien aéré, rétenteur, drainant, qui va favoriser une division racinaire importante, et si en bas ça se divise beaucoup, en haut beaucoup de bourgeonnement arrière, donc du matériel pour travailler pour l'avenir, aérer l'arbre, et puis ensuite la fertilisation adéquate en fonction du besoin, pas de fertilisation trop azotée parce qu'on a des pousses trop fortes, donc ça veut dire qu'il dit pousse trop forte, taille plus forte, donc affaiblissement finalement de l'arbre. Donc moi plus j'avance en bonsaï, je donne des engrais de plus en plus modérés, ça prend plus de temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ça prend plus de temps, l'arbre il prend de la patine, de la base jusqu'au bout des branches. Chaque petite branche de pin prend une belle jolie petite écorce. On va les arroser en plein soleil. Il va donc y avoir un contraste de chaud et de froid sur les arbres. C'est vrai pour les pins, hein, je parle principalement. Les ifs, c'est pareil. Évidemment, les feuillus, certains feuillus ne se poussent pas en plein soleil. Ça va créer comme un petit choc thermique qui fait que l'arbre va se renforcer sa résistance et donc va faire des petites écorces très fines. Vous voyez. Donc c'est parti d'une étude, c'est ce que je dis, c'est parti de constatation, pas seulement sur les bonsaïs, mais sur ce qui se passe en montagne, par rapport aux différences de climat. Si l'arbre est plus au nord, plus au sud, il n'a pas du tout la même écorce. La façade, le côté plus au sud de l'arbre ne se comporte pas comme le côté plus au nord. Donc tout ça, c'est ce qu'on doit pouvoir exprimer en bonsaï. Ça veut dire que finalement, on a beaucoup plus de choses à découvrir en bonsaï que ce qu'on imaginait. Il y a le fait d'être dans la voie naturelle et de retraduire ce qui se passe dans la nature. Moi, j'ai eu plusieurs fois cette discussion-là avec des amateurs de bonsaï, même confirmés. Oui, mais moi, ton truc de voie naturelle, on fait ce qu'on veut, mais moi, de toute façon, je fais ce que je veux, je suis un créatif. Oui, mais ta créativité, elle est toujours dépendante de tes images que tu as en tête. Et c'est toujours limité, le disque dur, il a une limite.
Tandis que la nature, la créativité est illimitée. Partout où vous irez, vous trouverez des arbres et ils vous diront des choses différentes. Donc si vous fixez, soit sur l'appareil, la pellicule avec l'appareil photo, ou sur votre esprit, ce que les arbres sont, vous allez pouvoir retraduire autant de possibilités sur les arbres. Vous voyez? Donc ça veut dire que dans la voie naturelle, le maître en bonsaï, c'est la nature. Là, c'est une photo fantastique que j'ai prise, c'est un miracle. D'un pin accroché en montagne. Il y avait encore de la neige là. Voilà. C'est tout. Voilà, j'ai fini la conférence. Si vous avez des questions. Non, mais d'abord, attends. Merci. Si vous avez des questions, je suis à vous comme la sardine est à l'huile et le maquereau au vin blanc. C'est mon père qui disait ça. C'est un poète. C'était un poète. Tu la connaissais pas celle-là non plus. Oui, est-ce que vous avez des questions? La seule question que j'ai à te poser, tu as une sacrée philosophie quand même. C'est les œufs, c'est les poules qui philosophent. Ouais, non, mais je veux dire, tu as une approche de la nature que moi personnellement me plaît. Par rapport à ce que l'on enseigne, ça fait quand même des années que je suis au-dessus des bonsaïs. Je suis à petit niveau, attention, un tailleur d'allumettes, comme je m'appelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on t'enseigne, aussi bien par oral, par vidéo que par écrit, on est complètement à côté de la plaque. Donc j'aborde dans ton sens de ce que tu veux nous montrer, de ce que tu nous expliques. C'est-à-dire que moi, je suis sur un cheminement spirituel moi-même, j'ai une pratique qui m'emmène, je suis un ancien fabricant de produits bio, j'ai soigné pas mal de monde à un moment donné, avec des produits naturels, et donc forcément, et puis je suis petit-fils de paysan, moi, l'image qui j'ai dit dans un de mes articles sur l'esprit bonsaï, l'image qui m'est sortie, qui est marquante pour moi, c'est mon grand-père qui était paysan, qui est né, c'est pas agriculteur, un paysan, qui aimait ses animaux, qui ramassait la terre par terre et qui la prenait dans sa main, qui la sentait avant de planter. Donc il y avait un contact sensuel avec la terre, un contact véritable, quoi. Et je pense que j'ai hérité de ça, mais il a fallu passer par un tas de crises intérieures, personnelles, de renoncement aussi, de ma gloire personnelle entre autres, parce que avec le jardin arboretum de bonsaï, j'ai défini un espace pour apporter aux gens la possibilité de trouver un peu de tranquillité, de zénitude, et puis de voir des arbres tranquillement. Et puis je me rends disponible pour échanger avec les gens. Donc la part philosophique, c'est vrai que je suis un peu marginal. Je suis un peu marginal. Et j'ai été souvent marginalisé. J'en ai souffert d'ailleurs, je l'avoue sincèrement. Ça a été difficile parfois. Parce que je suis aussi un hypersensible. Et donc, le bonsaï, c'est ça, quoi. C'est le cœur de bonsaï, c'est une relation d'amour avec le vivant, et c'est comment ce vivant nous renvoie les lois de la nature qui sont interagissantes partout, dans les arbres et dans les humains. Et donc, si on comprend ces lois de la nature, les saisons, les ruptures de rythme, si on comprend ces lois de la nature dans le végétal, ça nous renvoie à ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains. Alors, moi, je sais que je ne pouvais pas trop parler de ça en tant qu'instructeur de la fédération, parce que je ne critique pas du tout, il faut que la fédération existe, il faut qu'il y ait des instructeurs et tout, c'est très important. Mais simplement, ça ne va pas dans le moule, quoi. Ça ne va pas dans ce qui se passe. Et puis qu'il ne faut pas trop parler de spiritualité ni de philosophie dans un monde très cartésien et très matérialiste. Moi, j'ai ça à parler comme ça. Donc je me suis donné pour objectif d'être authentique avec moi-même. Et donc voilà, c'est ce que je donne, c'est ce qui correspond à mes tripes profondes, quoi. Et il y a dans l'arboretum, nous on a à peu près 5000 visiteurs dans notre jardin arboretum de bonsaï. On a beaucoup de monde qui viennent nous voir, et beaucoup de gens sont des gens qui sont en recherche de ça. Il y a une quête de sens actuellement qui est très importante, parce qu'on était trop dans l'excès du matérialisme. Et le bonsaï nous ramène au sens vrai, quoi, de la nature, quoi. Quand on travaille avec la nature, c'est des éléments qui sont vrais, quoi. Et il y a quelques beaux photographes qui nous parlent de ça, qui font des émissions à la télévision. Et voilà. Il faut plusieurs générations pour respecter cette philosophie. Parce que la vie d'un homme ne suffit pas. Ouais. Il faut que le fils prenne derrière, le petit-fils, etc. Ou le fils ou le disciple simplex. J'adore le terme. Il me dit, oh, sensei, tout le temps. J'ai dit, t'arrêtes ça.
souvent, on me parle de maître européen de bonsaï, on m'a dit que j'étais un maître européen de bonsaï. Je dis non, moi je suis un sous-maître. Ouais, t'es plus grand. Non, non, parce que je suis soumis à mes arbres. Non, C'est eux les maîtres. Et cette remise en question-là, au début, elle est difficile et douloureuse parce que ça veut dire quelque chose qui nous échappe. On a l'impression tout d'un coup qu'on ne maîtrise plus rien, quoi. Que tout ce qu'on a appris, c'est pour rien. Non, rien n'est jamais perdu parce que c'est un acquis, tout ce qu'on a appris. Mais ce lâcher-prise, qui fait partie quand même des philosophies orientales, qu'on appelle, nous, en tant que chrétiens, l'abandon à la divine providence, je ne veux pas parler de religion, hein, attention, hein. Il est important aussi en bonsaï, parce qu'il faut savoir se laisser habiter par les arbres, et que leur vigueur, leur montée en puissance, ben, c'est autant de joie pour nous, quoi. Et les voir évoluer petit à petit, saison après saison, c'est comme nos enfants, ils évoluent petit à petit, saison après saison, et c'est planifiant, ça remplit la vie d'un homme, quoi. Non ? Voilà, il y a d'autres questions ? Je dirais que moi, les arbres construits comme ça sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus réalistes que si on suit les codifications très strictes, c'est-à-dire la première à droite, la deuxième à gauche, l'autre derrière. Ouais. En fin de compte, au bout d'un moment, on fait tous de mêmes arbres. Ouais, c'est ça, c'est des arbres ennuyeux. Voilà, mais il ne faut pas oublier que c'est une étape qui est nécessaire. Attention, hein. Il faut la... Aller vers la voie naturelle, ça ne veut pas dire tout oublier la codification, puis faire ce qu'on veut dessus, les arbres. Hein. Ce passage par la codification, je sais qu'elle est nécessaire. J'ai un certain nombre de jeunes élèves qui sont tous sensibles à ça et qui ne veulent pas passer par là. Moi, je veux pas en entendre parler, etc. Je dis si, c'est obligé. C'est obligé parce que ça va former ton esprit, c'est très important. En fait, il y a une des notions philosophiques du bouddhisme zen, c'est qu'à un moment donné, il faut tuer le maître. C'est-à-dire, le maître, c'est la volonté. Je sais pas, à la base, je t'aimais moyen, ça s'arrange pas. Hein. Ça veut pas dire que... Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut retrouver cette liberté-là. Pour l'arbre, c'est pareil. Il faut tuer le maître qui est en nous, qui veut construire un arbre, pour aller vers... Bon, à un moment donné, il faut construire l'arbre. Je veux dire, il y a sur un pin qui est brut, quand vous avez les ifs derrière, toutes les branches que vous avez sur l'if, qui est derrière, comme sur le pin, n'existaient pas sur l'arbre quand je l'ai prélevé. Donc c'est de la branche jeune. Elle est indisciplinée. On va la discipliner. Mais si vous regardez l'arbre vu par-dessus, vous avez exactement toutes les branches qui accèdent à la lumière, comme les arbres dans la nature. Parce que le but de chaque branche, c'est quand même de capter la lumière pour transformer l'acide brut, etc., etc., etc. Donc c'est d'abord une leçon de choses, quoi, une leçon du vivant. Il y a une question, ou deux, ou pas? Une réflexion? J'ai une réflexion à te faire au sujet de la projection qui vient de faire en diaporama, mais je pense qu'il y a surtout le rapport par rapport à demain, c'est-à-dire que la fonction entre l'arbre, le pot et la tablette. J'ai vu que pour moi, ça engage que moi ce que je vais te dire. Il y a des tablettes qui ne vont pas du tout avec les petits. Ouais, alors le problème de moi je suis pas très doué, je vous avoue sincèrement, pour tout ce qui est exposition, codification, etc. Mais je suis intuitif. Et donc les jardins japonais, je travaille pareil, je travaille sur les bases du feng shui, j'ai une petite formation sur cette base-là. Et donc il y a une sorte de choses évidentes sur le plan esthétique. Les entrées et les sorties, par exemple. Hein. Vous avez l'arbre, vous avez une partie d'entrée, une partie de sortie. En bonsaï, en jardin japonais, c'est pareil. Dans la disposition des roches, il y a une roche d'entrée, une roche de sortie et puis une roche principale, qui va être souvent placée asymétriquement selon l'espace. Donc c'est ça. Alors, après, pour les choix de tablettes, évidemment, plus la tablette est envahissante, moins l'arbre existe. C'est pareil par rapport à un pot. On verra ça demain. Hein, demain après-midi ou demain matin. Donc demain matin, on verra sur le pot, on verra que le pot est très important, puisque bonsaï ça veut dire arbre en pot, et que le pot est aussi important que le cadre autour d'un tableau. Hein. Vous avez un petit tableau comme ça, vous mettez un cadre énorme, un tableau délicat fait à la gouache, vous mettez un cadre énorme, l'arbre, le tableau il disparaît. Donc c'est une mise en scène, c'est ça le terme. Le bonsaï c'est une mise en scène qui met en valeur un être vivant qui s'appelle un arbre. Donc l'exposition avec le fond blanc, la sellette, tout ça c'est une mise en scène qui évoque la beauté de la nature. Hein, le terme beauté, j'ai fait un post sur Parlons Bonsaï il y a quelques années de ça qui s'appelait De la beauté, extrait d'un bouquin de François Cheng qui est un de nos grands académiciens d'origine chinoise,
qui écrit 8 méditations sur la beauté pour montrer que la beauté, c'est pas du j'aime ou j'aime pas, c'est joli, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est universel, la beauté est universelle, ça procède même du cœur, même de ce que nous sommes même. La vie sans beauté ne vaut pas la peine d'exister. Et entre autres, la rose, elle est belle, elle n'est pas obligée d'être belle, mais pourtant elle est belle. Hein? Un bon débat. Voilà, bah oui, on ne pas plus les aider. L'interprétation est différente selon l'individu. On a tous des lunettes de couleurs différentes. Ouais. Mais justement, la voie naturelle va au-delà de l'art, de ce qu'on peut appeler l'esthétique. Pour moi, dans la voie naturelle, je nie pas ce que proposent les autres, il n'y a pas d'esthétisme. Vous voyez? Il y a des arbres, des espèces qui se révèlent à travers le travail et l'évolution de l'arbre. L'esthétique, ça veut dire qu'il y a des règles d'esthétique. Ça c'est beau, ça c'est pas beau. Vous voyez? C'est un avis personnel. Voilà, j'ai fini ma conférence, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. C'est intéressant et très sympathique. On reviendra demain.